Imaginez un homme qui a passé toute sa vie à élever les autres. Il a donné sa force, ses opportunités, tout, aux personnes en qui il avait le plus confiance. Mais au moment où il était sur le point d'atteindre le plus haut sommet de sa vie, ces 9 mêmes impératrices pour qui il avait tout sacrifié, se sont unies, l'ont trahi et l'ont laissé pour mort. Le destin, cependant, lui a accordé une seconde chance. Il n'est pas mort. Il a régressé et est retourné dans le passé, et pas seulement lui, les 9 impératrices sont également revenues avec tous leurs souvenirs. Mais cette fois, l'histoire n'est pas une question de survie. Cette fois, il n'y a qu'une seule question. Sans mon aide, jusqu'où pourrez-vous toutes vous élever? Dans le premier chapitre, on nous montre la scène du pinacle situé tout en haut des 9 cieux. La verdure s'étend dans toutes les directions, des montagnes brillantes luisent, et l'énergie spirituelle flotte dans le ciel, élevant cet endroit à un tout autre niveau. L'atmosphère est si calme et belle qu'on dirait que cette terre n'a jamais été destinée aux humains ordinaires. Près de l'énorme porte d'une secte luxueuse se tenant sur ce pinacle, un vieil homme annonce à voix haute qu'aujourd'hui notre vénérable aux 9 vies prouvera son Dao et atteindra la sagesse par l'ascension. Il déclare qu'après avoir atteint la sagesse, il obtiendra sa position pleinement méritée au sein des 9 cieux. Ceci, dit-il, n'est pas seulement une bénédiction pour lui, mais pour la secte entière et tout son peuple. Le vieil homme continue en disant qu'aujourd'hui, vous assisterez à un moment que vous ne reverrez peut-être jamais de votre vie. Ce sera un exploit monumental et pouvoir le voir de vos propres yeux sera votre plus grande fortune. Puis il proclame avec respect que nous devrions accueillir notre vénérable céleste aux 9 vies et commencer la tribulation. Dès qu'il finit de parler, les portes massives de la secte s'ouvrent lentement et notre MC sort avec ses rênes. Sa démarche, son expression et toute son aura semblent si stables et puissantes que la foule environnante se tait automatiquement. Honnêtement, à première vue, sa présence ne semble pas mauvaise du tout. Au contraire, elle crée une sorte de pression différente. Mais certains disciples derrière, voyant la grandeur du MC, commencent à chuchoter des commentaires impolis entre eux. En entendant cela, les aînés à proximité deviennent immédiatement stricts et les grondent avec colère, leur disant de se taire et d'apprendre à respecter leurs aînés. Les aînés avertissent clairement que si l'esprit de cet homme changeait ne serait-ce qu'un peu, son pouvoir est si terrifiant qu'il pourrait à lui seul anéantir tout leur clan. Il leur rappelle que par le passé, il a combattu seul le clan Yao et a même anéanti tout le domaine des démons par lui-même. En entendant cela, les visages des disciples pâlissent et le silence se répand partout. Pendant ce temps, la tribulation a pleinement commencé. Le ciel gronde, la foudre s'abat, et toute la zone se remplit d'énergie de tribulation. Notre personnage principal, sans aucune hésitation, marche avec confiance droit vers le centre de la tribulation, la défiant directement. Pas un seul instant il ne montre de peur ou de doute. Tous les spectateurs sont stupéfaits. Puis soudain, de l'intérieur de la tribulation, une figure âgée émerge lentement. Sa simple présence rend l'atmosphère plus lourde. En voyant cela, même le MC est brièvement surpris car une telle scène est rarement vue. Une fille dit d'une voix tremblante que c'est le vénérable Céleste Gujing, l'une des tribulations les mieux classées existant depuis des siècles. Beaucoup de gens prennent peur, mais certains aînés croient toujours que notre vénérable aux 9 vies est invincible et qu'aucune tribulation ne peut l'arrêter. Calmement, le MC demande à Gujing si il devrait commencer la bataille. Gujing, d'un air impassible, répond commencer. Le combat commence. Leur affrontement est si intense que même l'espace commence à se déformer. Les explosions résonnent, les lumières clignotent, et on dirait que le ciel lui-même va se briser. Pourtant, étrangement, les impératrices derrière le MC ne montrent aucune inquiétude. Leurs expressions restent normales. Au lieu de cela, elles se chuchotent qu'elles attendaient ce moment depuis longtemps. Leurs paroles ne portent pas la peur, mais une étrange confiance. Alors Gujing utilise le Dao du temps. Les aînés deviennent sérieux et expliquent qu'à cause de cette technique, les clones de Gujing voyageront à travers plusieurs lignes temporelles et traqueront le MC dans chacune d'elles. Si Gujing réussit ne serait-ce que dans une seule ligne temporelle, le vrai corps du MC ici subira des dégâts mortels. La tension se répand partout. En voyant ce mouvement, le visage d'une impératrice change étrangement, et une aura maléfique semble s'échapper d'elle comme si sa véritable intention ne pouvait plus rester cachée. Pourtant, le MC reste calme et dit nonchalamment que ce mouvement est en effet impressionnant. Puis il ajoute qu'il doit s'excuser car dans chaque ligne temporelle, il a toujours été une existence sans égale. Mais Gujing révèle qu'il a déjà détruit le MC dans toutes les lignes temporelles. Riant froidement, il se moque de lui pour s'être vanté et dit qu'il l'a tué à chaque époque. En entendant cela, le MC a l'impression que son âme a été frappée. Son corps tremble, sa force s'estompe, et il s'effondre au sol, gravement blessé, confus sur la façon dont cela s'est produit. Gujing explique que bien que la force du MC soit extraordinaire, le gu dévoreur du Dao Yin Yang était déjà enraciné dans son corps. C'est pourquoi Gujing a pu le tuer si facilement dans chaque ligne temporelle. Le MC réalise soudain la vérité et se tourne lentement vers ses impératrices. Il demande d'une voix lourde, « Ne me dites pas que vous ne saviez rien de tout ça. » Mais la scène devant lui est horrifiante. Toutes les impératrices éclatent de rire comme si sa misère était une blague. Il est révélé que ce gu est sans forme et ne peut être implanté que par l'union yin-yang. Gujing dit froidement que le résultat était clair depuis le début. Il savait que le MC appréciait profondément la loyauté et les émotions, et ces mêmes femmes qu'il aimait l'ont trahi. Une impératrice rit bruyamment et dit qu'il n'y a jamais eu d'amour. Elle ne vivait que dans la terreur à cause de son pouvoir et voulait la liberté.
Une autre lui rappelle les annuaires téléphoniques et dit qu'elle aurait pu vivre une vie normale et heureuse sans lui. L'atmosphère change complètement. Les impératrices activent leur pouvoir pour le tuer, tordant tous les faits pour se faire passer pour des victimes et lui pour un démon. L'esprit du MC se brise. La rage et la douleur brûlent dans ses yeux. Il hurle que sans lui, aucune d'entre elles n'aurait même pu toucher au titre d'impératrice. Il les avait traitées comme des déesses, n'imaginant jamais une telle trahison. Alors qu'il se prépare à les attaquer, Gu Jing frappe par derrière. Le MC grogne que s'il doit mourir, il les emmènera toutes avec lui. Les impératrices paniquent, hurlant qu'il fait exploser sa base de cultivation et qu'il va tuer tout le monde. Gu Jing observe froidement et dit que le vaincre alors qu'il était empoisonné était une victoire sans honneur. Peut-être qu'il mérite une autre chance. Il utilise son tourbillon temporel et entraîne le MC et les 8 impératrices à l'intérieur, souriant qu'ils devraient passer au prochain round ensemble. Puis Gu Jing déchaîne la technique d'inversion du temps et de l'espace, envoyant les âmes du MC et des 8 impératrices 50 ans dans le passé. La scène se déplace dans le passé. Le MC, Louis, regarde autour de lui, choqué. Tout semble familier mais différent. Devant lui se tient sa première impératrice, Chuling, qui dans le futur deviendrait la Vierge à l'épée des 9 cieux, mais qui n'est maintenant qu'une humble servante. Sa tête tourne à cause de la régression. En voyant le MC, elle crie de terreur, l'appelant maître démon et se demandant si elle est retournée dans le passé. Louis sourit légèrement, réalisant qu'elle est aussi revenue avec ses souvenirs. Il remercie Gu Jing dans son cœur pour cette seconde chance. Puis il enlève calmement ses chaussettes. La Vierge à l'épée est confuse. Louis tend ses pieds et dit nonchalamment, « Lave mes pieds ». Elle est stupéfaite mais commence silencieusement à les laver, les mains tremblantes. Louis pense qu'il pourrait la tuer maintenant, mais la mort n'est pas le châtiment le plus cruel. Il la laissera vivre pour qu'elle puisse connaître la misère absolue d'une vie sans lui. Il lui dit calmement que rien de tout cela n'était un rêve. Ils sont vraiment retournés dans le passé. Elle est choquée et demande, « Nous tous ?» Louis la coupe, et dit que tout est réel. La technique de Gu Jing les a ramenés, et il se souvient de chaque mot qu'elle a prononcé ce jour-là. Son arrogance persiste et elle demande, « Et maintenant ?» Louis sourit avec une lueur maléfique et ne dit qu'un seul mot, « Assez ». Puis il déclare, « Tu voulais la liberté, n'est-ce pas ? À partir de maintenant, tu es libre. » Louis se lève et ouvre un tiroir à proximité. De l'intérieur, il sort un jeton et le montrant à la jeune épéiste, il dit, « Regarde ça attentivement. Qu'est-ce ce que c'est ?» La jeune épéiste répond avec une légère hésitation. « C'est ma tablette de vie. » L'instant d'après, Louis, sans la moindre expression, brûle cette tablette de vie sur le champ. Dans un bref éclat de feu, la tablette est réduite en cendres. Louis dit d'un ton froid, « Voilà. J'ai brûlé la tablette de contrat. Désormais, tu es complètement libre. Quand tu le voudras, tu pourras retourner à ton véritable manoir de l'épée. » Voyant cela, la jeune épéiste est choquée, mais elle se ressaisit et parle d'un ton direct. « Louis, tu avais 9 vies, pourtant dans ta première vie. Pourquoi as-tu choisi de t'autodétruire ?» Mais Louis ne souhaite plus entretenir la moindre relation avec elle. Son visage se durcit. Il se tourne vers elle avec colère et dit, « Occupe-toi de tes affaires et dégage d'ici. » En entendant cela, la jeune épéiste commence également à partir sans s'arrêter. En s'éloignant, elle dit d'une voix froide, « Très bien. Maintenant que nous sommes tous revenus à la vie, je jure que cette fois, je t'offrirai une fin vraiment misérable. » Tandis qu'elle marche, elle pense, « Louis, je possède un corps d'épée inné. Si rien de tout cela n'était arrivé à cause de toi, ma vie aurait été bien plus glorieuse. » En sortant, elle dit d'un ton ému, « Père, mère, frère, votre fille rentre enfin. » De dos, Louis la regarde se diriger vers le manoir Tchou d'un pas si ému. Le même sourire maléfique réapparaît sur son visage et il murmure lentement. « Un père, une mère sans vergogne, un frère bon à rien, et cette pauvre fille. » Il poursuit sa pensée. « Une fois que tu seras rentré, tu comprendras ce qu'est une véritable caverne du diable. Dans cette vie, je ne leur montrerai absolument aucune pitié. Les chaînes de ces 8 femmes ne m'entraveront plus. Quoi qu'il arrive, j'atteindrai sans aucun doute un royaume encore plus élevé. » Alors que le protagoniste s'apprête à fermer la porte, soudain, dans un grand fracas, la porte vole en éclats. Une longue jambe donne un coup de pied à l'intérieur et l'attaque directement. À l'instant où Louis voit cela, un seul nom résonne dans son esprit, fait de soie rouge. Mais la seconde suivante, il se corrige, non, dans cette vie, son nom est encore Yuan Ling. Puis nous voyons clairement que la fille qui a défoncé la porte et est entrée n'est autre qu'elle. Remplie de rage, Yuan Ling se tient devant le protagoniste et hurle son nom. Sans réfléchir une seule seconde, elle l'attaque en hurlant. « Aujourd'hui, je vais te tuer. » Mais la force de Louis est bien au-delà de son niveau. Sans utiliser la moindre technique, il l'attrape au cou d'une main, la soulève dans les airs et la suspend la tête en bas par sa propre jambe. Yuan Ling n'arrive même pas à comprendre comment tout est arrivé si vite. Louis s'approche lentement d'elle et dit d'un ton mortel, « Tu oses encore me frapper ?» Il la bloque si fermement que Yuan Ling ne peut même plus bouger ni ses mains ni ses jambes. D'une voix effrayée et bégayante, elle dit, « Qu'est ce que tu fais ?» Mais Louis n'a pas l'intention de lui faire grand-chose. Il sait déjà que le destin de cette fille ne sera pas non plus extraordinaire. Il dit froidement, « Aujourd'hui, tu vas réparer ma porte de tes propres mains. Et si tu n'y parviens pas, je te briserai la nuque et mettrai fin à tes jours ici même. » Même si elle est complètement immobilisée,
Yuan Ling dit toujours d'une voix tremblante, je refuse. Si rien de tout ça n'était arrivé à cause de toi, je serais avec mes œuvres de phénix en ce moment. En entendant cela, Louis rit légèrement et répond, alors dans cette vie aussi, si tu espères le trouver, tu devras faire de ton mieux, n'est-ce pas? À l'instant où elle entend cela, le visage de Yuan Ling se crispe. La peur se répand dans tout son corps et elle dit en tremblant, je vais la réparer. Je vais réparer la porte. S'il te plaît, laisse-moi partir. Mais Louis resserre encore plus sa prise sur son cou. À ce moment, Yuan Ling pense, bon sang. Même après être revenu dans le passé, je ne suis toujours pas de taille contre lui. Dès qu'elle abandonne complètement, Louis la jette au sol comme un insecte et dit d'une voix dure, maintenant, au travail. Et si je ne trouve pas cette porte réparée à mon retour, tu es fini. Yuan Ling parvient à se ressaisir et se relève. De colère et d'impuissance, elle crie sur le protagoniste. Louis, au moins dans notre vie passée, nous étions des compagnons du Dao. Comment peux-tu me traiter comme ça? En entendant cela, le visage de Louis reste impassible. D'un ton glacial, il répond, c'était dans le passé. Dans cette vie, toi et moi ne sommes rien l'un pour l'autre. Ces mots frappent Yuan Ling comme un coup de foudre. La colère, l'humiliation et l'impuissance se lisent clairement sur son visage. Elle n'a plus rien à dire, et la scène change. On nous montre maintenant un magnifique jardin. Des fleurs colorées s'épanouissent partout, l'atmosphère est paisible, et une faible énergie spirituelle flotte dans l'air. Louis entre dans ce jardin. Ici, une femme extrêmement angélique et belle s'occupe des plantes. C'est Becky Long. Dès que Louis met les pieds dans cet endroit, Becky Long le sent immédiatement. Elle regarde droit devant elle et Louis la salue respectueusement en l'appelant maître. Mais en voyant Louis, l'expression de Becky Long change soudainement. Elle demande directement, surprise, pourquoi n'as-tu plus qu'une seule vie maintenant? En entendant une question aussi directe de son maître, Louis hésite un instant. Se grattant légèrement la tête, il dit, les compétences de ce disciple étaient quelque peu insuffisantes. Lors d'une session de cultivation pour forcer une percée, j'ai fusionné mes 9 vies en une seule. C'est pourquoi il ne me reste plus qu'une seule vie. La colère de Becky Long devient visible. Le regardant sévèrement, elle dit, j'ai trouvé un moyen de supprimer le pouvoir Xiaoxian. Alors oublie les événements de la vie passée comme s'ils n'étaient qu'un rêve. Nous ne permettrons jamais que ces choses se reproduisent, ajoute-t-elle d'une voix plus vive. Et si des pensées aussi abjectes et traîtresses te reviennent à l'esprit, je n'hésiterai pas un seul instant à effacer ton existence de cette secte. Louis répond calmement, ce disciple gravera les enseignements de maître dans son cœur. En apparence, il semble obéissant, mais intérieurement il rit légèrement et pense, croyez-vous vraiment avoir trouvé une méthode? Si je n'avais pas transféré l'empoisonnement de l'océan sur mon propre corps, pensez-vous que vous auriez pu un jour devenir une impératrice Tian? Ici, nous comprenons clairement que Becky Long était aussi l'une des impératrices du MC dans la vie passée, apparaissant maintenant comme son maître. La scène change à nouveau. Le MC est assis seul au sommet d'une montagne. Regardant le ciel et le monde en contrebas, il se dit, non. Ma base de cultivation est retombée au 5e stade de la condensation du QI. Il semble que je doive tout recommencer à zéro. Puis il murmure, vieil ami, es-tu toujours avec moi? Immédiatement, une notification du système s'ouvre devant lui. 3 options apparaissent, cultivation, déduction, illumination. Une voix robotique résonne. Je suis là, hôte. De quoi avez-vous besoin? En entendant cette voix, Louis ressent un étrange soulagement. Souriant légèrement, il dit, Dieu merci. Tu es venu avec moi aussi. Mais attends, tu n'as plus besoin d'énergie pour fonctionner? Avec un léger digne, la voix répond, je suis maintenant devenu le Dao céleste lui-même. Pourquoi aurais-je besoin d'énergie? Louis hoche la tête et dit, c'est vrai. Mais en tant que Dao céleste, n'es-tu pas devenu un peu trop impitoyable? Il se plaint, était-ce vraiment nécessaire de faire tomber sur ma tête la tribulation la plus dangereuse de toutes les époques? La voix calme et impitoyable répond, absolument nécessaire. Après tout, tu es mon hôte. Préparer le défi ultime est mon devoir. Le visage de Louis se décompose. Il dit sèchement, merci beaucoup. Puis, prenant une profonde inspiration, il dit, très bien. Commençons la cultivation. Le système ignore son sarcasme et répond nonchalamment, de rien. Lancement de la cultivation de l'écriture céleste immortelle aux 9 vies. La scène se déplace vers la demoiselle épée. À l'extérieur du manoir de l'épée Tchou, un long escalier apparaît. La demoiselle épée épuisée les gravit marche par marche. Chaque marche semble être une épreuve, pourtant elle atteint le sommet. Se tenant devant le manoir, elle dit à bout de souffle, Père, Mère, je suis de retour. Ses yeux s'humidifient, croyant que tout ira bien maintenant. Mais le garde à la porte la voit et est choqué. Il pense, est-ce vraiment la jeune maîtresse? Pourquoi est-elle revenue? Il lui bloque le passage et crie durement, d'où sort cette mendiante? Une ordure comme toi n'a pas sa place au manoir de l'épée Tchou. Dégage. La demoiselle épée est confuse et dit, je ne suis pas une mendiante. Je suis la jeune maîtresse Chuling. Voyant qu'elle ne recule pas, le garde tire son épée et hurle, rassant vergogne. Comment oses-tu te faire passer pour la jeune maîtresse? Soudain, Chuling saisit la lame à main nue et dit avec émotion, Chuling, regarde-moi attentivement. Je suis Chuling. Tu me portais dans tes bras et m'achetais des bonbons. Tu te souviens? Mais le garde repousse sa main et crie, tu n'as pas le sang de la famille Tchou. Pourquoi es-tu revenu?
Intérieurement, il panique, pensant qu'elle s'est à peine échappée de cette tanière du diable. Pourquoi revenir pour se jeter à nouveau dans la tombe? Chu-Ling crie que bien qu'ils ne soient pas ses parents biologiques, ils l'ont traité comme leur propre chair et leur propre sang. En entendant cela, un autre garde réalise la vérité et crie, c'est vraiment la jeune maîtresse. Chu-Ling est de retour. Le chaos se propage dans le manoir. Le seigneur du manoir, son soi-disant père, se précipite avec une fausse inquiétude, suivi de sa femme. Chu-Ling court et serre son père dans ses bras en pleurant, « Père, je suis de retour. » Sa mère essuie ses larmes avec une fausse affection et lui demande où elle était. Chu-Ling dit qu'elle a été retenue en otage par la grande secte Dao et s'est échappée en secret. À ce moment, l'homme arrive et en voyant Chu-Ling, ses jambes tremblent. Il pense avec soulagement, « Dieu merci, mon bouc émissaire est de retour. Maintenant, je vais survivre. » Cet homme est Chu Sefei, le frère aîné de Chu-Ling. La scène passe au chapitre 2 et revient à Louis. Il cultive avec une concentration totale. On nous dit que c'est le premier ciel, le monde le plus faible divisé en plusieurs royaumes, prénatal, postnatal, rassemblement du QI, noyau d'origine, fragmentation, vide naissant, raffinement et intégration du DAO. Avec l'expérience de sa vie passée, Louis cultive pendant 15 jours et atteint la 9e couche du raffinement du QI, puis commence la formation du noyau d'origine. Mais soudain, il sent que quelque chose ne va pas. Sa poitrine devient lourde, sa respiration faiblit et il tousse du sang. Il marmonne, que se passe-t-il? Seule la moitié de mon QI aide à la formation du noyau, le reste semble être de la pierre. Après analyse, le système annonce, poison de rigidité céleste détecté dans votre corps. Louis grince des dents en réalisant que ces femmes n'ont pas seulement utilisé le yin yang, mais ont aussi planté ce poison comme assurance pour qu'il ne puisse plus jamais se relever. Mais son regard devient froid et il dit, elles ne savent pas. Il me reste encore un atout. Il demande au système une méthode. Le système répond qu'après avoir percé jusqu'au noyau des origines et converti le vrai QI en véritable essence, le poison se dissoudra. Louis se souvient que par le passé, il a créé une pilule de retour à l'origine parfaite qui pouvait forcer la percée. Mais cette pilule a été offerte à Yu Engling dans la vie précédente. Son poing se serre. Dans cette vie, rien de tel ne se produira. Soudain, un mouvement apparaît dans le ciel. Une grue géante annonce que Yu Engling a atteint la perfection du rassemblement du QI en seulement 1 mois et 17 jours, battant le record de la secte. En récompense, elle reçoit une bouteille de pilule de retour à l'origine de qualité suprême. Louis plisse les yeux avec un sourire dangereux. Comme on pouvait s'y attendre d'une future impératrice, sa vitesse est terrifiante. Même avec le système, je n'ai que 2 jours d'avance. Sans perdre une seconde, il saute du sommet. Le système demande, « Hôte, où allez-vous » Louis répond calmement. « Vers la tombe d'un expert du raffinement du vide, je vais récupérer la pilule de retour à l'origine qui m'appartient de droit. » Après cela, notre scène change. On nous montre maintenant l'intérieur d'une ancienne tombe située au milieu d'une forêt dense, à environ 500 km de Trade Dao. L'air y est lourd et un silence inquiétant s'étend dans toutes les directions. Marchant dans les profondeurs de cette même tombe, Yu Engling est déjà arrivée. En entrant, elle se dit, d'après les souvenirs de ma vie antérieure, les gens ne découvriront cet endroit que dans 1 mois. Cela signifie qu'en ce moment, je suis complètement seule ici. Pleine de confiance, Engling entre dans une grotte. Elle ouvre la porte en face d'elle et commence à avancer dans un passage étroit. En marchant, une seule pensée tourne dans son esprit, les trésors les plus précieux de cet endroit sont cachés ici même. Elle pense que parmi ces trésors se trouve un fragment de l'écriture céleste des 9 vies et morts, ainsi qu'une pilule du retour parfait à l'origine. Avançant à grands pas, elle arrive enfin devant ces trésors. D'abord, elle ramasse l'écriture céleste des 9 vies et, souriant avec un grand bonheur, dit, « Frère aîné, cette fois j'ai une longueur d'avance sur toi. » Mais au moment où elle ouvre l'écriture et regarde à l'intérieur, ses yeux s'écarquillent de choc. À la seconde suivante, son visage devient tout pâle. Elle est en proie à une totale incrédulité. On nous montre qu'à l'intérieur de cette écriture, écrite calmement et avec amour de la main de Louis, se trouvent les mots « Salope, tu es trop en retard ». Et ce n'est pas tout, il y a aussi des croquis dorés paisiblement dessinés. En voyant tout cela, la voix de Engling se met à trembler. Bégayant, elle dit « ça ». Soudain, dans une rage folle, elle jette le livre par terre et hurle « Louis, espèce de fils de pute ». Au moment où le livre touche le sol, des dizaines de lasers dorés s'activent dans toute la tombe et l'encerclent de toutes parts. Voyant cela, Engling devient complètement terrifiée. Regardant vers le haut, elle crie fort « Louis, laisse-moi sortir d'ici ». Mais peu importe combien elle crie, il n'y a personne pour entendre sa voix. La tombe reste absolument silencieuse. Après cela, la scène change à nouveau. On nous montre maintenant la scène 3 jours plus tard. Nous voyons Yu Engling, remplie d'une colère extrême, se diriger droit vers la maison du MC. Sans s'arrêter, elle fait irruption à l'intérieur et défonce la porte d'un coup de pied. Au moment où elle entre, elle hurle « Toi, ramène tes fesses ici ». Comme on peut le voir, son corps est couvert de nombreuses blessures et contusions. Des égratignures et des marques sont visibles partout. Bien que les blessures ne semblent pas mortelles, il est clair qu'elle a beaucoup souffert pendant ces 3 jours. C'est pourquoi elle est venue ici si en colère, sans réfléchir du tout. D'ailleurs, dans cette série, la plupart des noms de personnages me semblent presque identiques,
donc changer un peu le nom me paraît mieux. Son vrai nom est Yuang Ling, mais à partir de maintenant, nous l'appellerons la femme en colère. Et honnêtement, il ne pourrait y avoir de nom plus parfait pour elle que celui-ci. Cette femme en colère tente de s'introduire chez le MCA, sans reprendre son souffle, se met à lui crier dessus. Mais soudain, une attaque de paume d'énergie arrive et la frappe directement à l'estomac. Un cri puissant s'échappe de sa bouche et son corps est projeté en l'air avant de retomber loin. Glissant sur le sol, elle s'écrase dans la cour de la maison du MC. Gémissant de douleur, elle grince des dents et pousse des cris de « Ah ». Puis, de face, une voix calme mais froide se fait entendre, « Ta mère ne t'a jamais appris qu'il faut frapper à la porte avant d'entrer chez quelqu'un ». En entendant cela, la femme en colère est violemment surprise. Crachant du feu dans son esprit, elle pense « Louis, tu vas trop loin maintenant. Je préférerais mourir plutôt que de m'incliner devant toi ». Mais tout cela, elle ne pouvait que le penser dans sa tête. En réalité, elle ne pouvait que ronger son frein de rage. La vérité était qu'à ce moment, elle avait besoin de Louis, et quand le besoin se fait sentir, même la fierté doit être ravalée. C'est pourquoi elle se contrôle tant bien que mal, se relève et, cette fois, frappant poliment à la porte, dit « Frère aîné, s'il te plaît, peux-tu ouvrir la porte ?» De l'intérieur, sans aucune hésitation, une voix répond « Dégage d'ici ». En entendant cela, le sang de la femme en colère ne fait qu'un tour. Elle se met à frapper bruyamment à la porte et crie « As-tu pris la pilule du retour parfait à l'origine à l'intérieur de cette tombe ?» Mais la réponse à sa question ne vient pas en mots. La porte s'ouvre d'elle-même et au même moment, plusieurs attaques d'énergie jaillissent et la frappent l'une après l'autre. À cause des coups directs, son corps est à nouveau projeté. Cependant, cette fois, elle parvient tant bien que mal à garder l'équilibre. Prenant une profonde inspiration, elle essaie de se calmer et pense « Reste calme, ne te mets pas en colère, garde tout à l'intérieur. » Puis, grinçant des dents, elle demande une fois de plus « Je te le demande pour la dernière fois. As-tu pris la pilule du retour parfait à l'origine dans cette tombe ?» De l'intérieur vient la même voix calme et impitoyable du MC. « Non. Maintenant, dégage d'ici. » En entendant cela, la femme en colère perd complètement patience. La rage remplit ses yeux, l'énergie jaillit de son corps et, activant ses pouvoirs, elle fonce droit sur Louis pour l'attaquer. Elle hurle « Tu as le courage de la prendre, mais pas le courage de l'admettre. Louis, maintenant je vais te combattre jusqu'à la mort. » Mais à ce moment-là, soudainement, le maître du MC apparaît devant elle. Elle libère son aura, et à cet instant précis, tous les mouvements de Hengling sont figés. Sa voix, empreinte de profondeur et de pression, dit « Hengling, calme-toi. » En entendant cela, toute la colère de Hengling s'évanouit comme balayée par le vent. Son visage change et d'une voix tremblante, elle dit « Maître. » La seconde suivante, elle tombe à genoux et se met à pleurer amèrement comme une enfant. Elle gémit « Maître, il m'a frappé. » En sanglotant, elle exagère tout comme si toute la faute revenait à l'autre. Après avoir entendu tout cela, son maître se tourne lentement vers le MC et demande d'une voix sévère « Louis, pourquoi as-tu levé la main sur ta propre sœur cadette ?» Ici, une chose doit être clarifiée. Dans l'épisode précédent, j'avais dit que ce maître aurait pu être la femme du MC dans sa vie antérieure. Mais en regardant les réactions et le comportement jusqu'à présent, cela ne semble pas clair du tout. L'histoire n'a rien confirmé de tel et ses expressions n'indiquent pas non plus une telle relation. Oui, on a l'impression qu'en tant que maître, elle sait que le MC avait 9 vies auparavant et qu'il n'en reste plus qu'une. C'est peut-être pour cela qu'elle comprend que le MC est revenu dans le passé en portant toute la colère de ses vies antérieures. Nous connaîtrons le reste de la vérité au fur et à mesure que l'histoire avancera. Pour l'instant, continuons l'histoire. Lorsque son maître pose cette question, Louis ouvre les yeux et répond avec colère. Elle est entrée sans frapper. Elle n'a aucune manière. En entendant les mots de Louis, son maître ne discute pas beaucoup. Elle se dirige calmement vers Hengling, l'aide à se relever et dit d'une voix douce, mais quand même, après tout, c'est ta sœur cadette. Que cette affaire se termine ici. Puis, regardant Hengling, elle demande, au fait, pourquoi es-tu venu voir Louis aujourd'hui ? En entendant cela, la femme en colère pointe directement le MC et dit à voix haute, il a pris la pilule du retour parfait à l'origine. Il n'a aucune utilité, alors je voulais l'échanger avec lui contre quelque chose. En entendant ces paroles, le maître de Louis se tourne vers le MC et dit d'un ton plus doux, Louis, tes aptitudes sont exceptionnelles. Tu n'as absolument pas besoin de la pilule du retour parfait à l'origine. Pourquoi ne la donnes-tu pas à ta sœur cadette ? Si tu as besoin de quoi que ce soit d'autre, je peux te le fournir. Même après une persuasion aussi calme et raisonnable, l'expression de Louis ne change pas du tout. Assis dans la même attitude, il répond froidement, désolé, mais j'ai aussi besoin de cette pilule du retour parfait à l'origine. En entendant cela, Hengling s'emporte à nouveau et crie, quelle bêtise racontes-tu, Louis ? Penses-tu vraiment que sans cette pilule, je ne peux pas condenser mon noyau d'origine ? À cause de ces cris incessants, la concentration de Louis se brise. Il descend lentement, met la main dans sa manche, et sort la même pilule de retour à l'origine. Puis il pousse un profond soupir. En voyant cela, le visage de son maître s'illumine, et elle dit joyeusement, voilà. C'est un bon garçon. Elle est sur le point de le féliciter davantage quand l'atmosphère change soudainement à nouveau. À cet instant précis, le MC esquisse un léger sourire. D'un geste, il jette la pilule directement dans sa bouche, la mâche devant son maître avant de l'avaler.
En voyant cela, son maître est profondément choqué. Ses yeux s'écarquillent et elle dit sévèrement, « Louis, pourquoi as-tu fait ça ?» Ton maître est très déçu. Avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit, la femme en colère qui se tient là explose de rage. Grinçant des dents, elle se retourne et crie en partant. « Louis, attends un peu. Je condenserai mon noyau secret et me vengerai pleinement de cette humiliation. » Voyant son hostilité ouverte, le visage du maître s'assombrit encore plus. Prenant une profonde inspiration, elle dit, « Je sais que tu as encore beaucoup de colère en toi. Mais était-ce vraiment nécessaire d'aller à cet extrême ?» Sur cette expression déçue, la scène change. On nous montre maintenant la scène du manoir de l'épée. Ici, la jeune épéiste est assise confortablement pendant que quelqu'un la nourrit à la cuillère. Sa mère, d'une voix douce et aimante, dit, « Ta mère a préparé ce congé de riz émeraude à la vapeur de ses propres mains, rien que pour toi. Goûte-le et dis-moi si c'est bon. » Dès que la jeune épéiste le mange, son visage s'illumine. Avec bonheur et émotion. Elle dit, « Merci, mère. Dans ce monde entier, seul toi me traites le mieux. Je ne veux jamais quitter ton côté et celui de père dans cette vie. » En entendant cela, sa mère sourit légèrement et demande d'un air enjoué, « Vraiment ? Encore plus que tes parents biologiques ?» La jeune épéiste répond avec un sourire. « Ils ont disparu juste après m'avoir donné naissance. Comment pourrait-il être comparé à la façon dont vous me traitez ?» En entendant cela, sa mère rit doucement et dit, « Bien, ça suffit. Maintenant, dépêche-toi de te reposer un peu. » La jeune épéiste répond doucement, mais dans son cœur, sa mère rit d'une manière étrange, un rire très soulagé et sinistre. Elle pense, « Nous sommes sauvés. Nous sommes enfin sauvés. Maintenant, toute notre famille est en sécurité. » De l'autre côté, la jeune épéiste commence soudainement à se sentir extrêmement somnolente. Ses yeux s'alourdissent et d'une voix hésitante, elle demande, « Mère, pourquoi ai-je si sommeil tout à coup ?» Alors sa mère se retourne lentement, avec la même voix douce mais froide, et dit, « Si tu as sommeil, dors un peu. » Au moment où elle dit cela, la jeune épéiste perd le contrôle de son corps. Submergée par la somnolence, elle ne peut même plus se tenir et s'effondre sur le lit. Se tenant la tête de douleur, elle pense, « Aujourd'hui, tout semble si étrange. Pourquoi ressens-je une si forte somnolence ?» Cette sensation inconfortable n'est jamais arrivée auparavant. Se forçant, elle libère son aura et ordonne intérieurement. Fais circuler l'écriture de l'épée du grand lotus. Dis-moi ce qui ne va pas avec mon corps. Mais au moment où elle voit le résultat, son cœur se serre. Elle tremble de choc. Ai-je été empoisonnée ? Comment est-ce possible ? Serait-ce à cause du congé de riz émeraude ? À ce moment-là, on frappe à la porte. Une voix demande, « T'es-tu déjà endormie ?» Confuse et effrayée, elle s'allonge immédiatement, tire la couverture sur elle et fait semblant de dormir profondément. La porte s'ouvre lentement. Sa mère entre avec 3 autres personnes. Cette fois, sa voix n'a aucune douceur. D'un ton froid et lourd, elle dit, « Bien. Le poison a commencé à faire effet. Maintenant, nous pouvons commencer notre tâche. » L'un des 3 s'avance, ce n'est autre que le propre frère de la jeune épéiste. Souriant à sa mère, il dit, « Mère, tu es vraiment aussi impressionnante que les gens le disent. » Plus le gingembre est vieux, plus il est piquant. La mère et le fils fixent tous deux la jeune épéiste avec des yeux meurtriers. La mère dit froidement, « Venez la soulever et la livrer à notre vieil ancêtre. » Le frère rit d'un air effrayant, mais ils n'ont aucune idée que la jeune épéiste est toujours consciente. Elle entend tout clairement. Chaque mot lui transperce le cœur comme un couteau. Entendre des choses aussi horribles de la part de sa propre mère et de son frère la brise complètement. Des larmes coulent silencieusement de ses yeux. Elle pleure à l'intérieur, crie à l'intérieur, mais son corps la trahit. À ce moment-là, elle réalise que la maison qu'elle croyait être l'endroit le plus sûr du monde est devenue la cage la plus dangereuse de sa vie. On nous montre que 2 serviteurs portaient la jeune épéiste et avançaient dans une direction. Et juste derrière eux, toute la famille de la jeune épéiste marchait également. À ce moment-là, le père de la jeune épéiste appelle l'un des serviteurs et lui demande, « T'es-tu occupé de Chuzy ?» Ce Chuzy est le même garde qui avait empêché la jeune épéiste d'entrer au début. Le serviteur répond, « Monseigneur, nous nous sommes entièrement occupés de Chuzy et de sa famille. Il ne reste pas un seul survivant. » En entendant parler de ce serviteur, les sourcils du seigneur du manoir se haussent d'irritation et il dit froidement, « Excellent. Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple serviteur puisse ruiner mon grand dessein. » Puis, reniflant de colère, il regarde son fils de côté et dit, « Si elle n'était pas revenue soudainement ici pour mettre fin à ses jours, c'est toi qui aurais été offert en sacrifice à l'épée. Ta vie a été épargnée cette fois, alors prends ça comme une leçon. Arrête de gaspiller tes journées dans l'alcool et la débauche et utilise ta tête pour une fois. » Mais il y a un dicton, tel père, tel fils. Son fils réduit à néant toutes les attentes de son père et, respirant de soulagement, dit, « Oui, père, j'avais tort. Je promets qu'à partir de maintenant, je cultiverai correctement avec tous mes efforts. » Ces gens n'avaient aucune idée que la jeune épéiste entendait clairement toutes leurs paroles. En les entendant dire qu'elle n'était revenue que pour perdre la vie, elle commence à pleurer amèrement intérieurement. Elle réalise qu'elle n'a été élevée que pour servir de sacrifice à cette fin précise. Puis, par derrière, son frère la regarde avec des yeux lubriques et dit avec une expression sombre, « Puisqu'elle va mourir de toute façon, pourquoi je ne m'amuserai pas un peu avec elle d'abord ? Ça ne me prendra qu'une demi-heure. » Mais au lieu de le gifler de colère,
Son père se contente de lui saisir l'oreille et de la tirer forte en criant. Quel genre d'immondice racontes-tu? Au moins. Elle est ta sœur de nom. Ne jette pas la réputation de mon manoir de Lépée-Tchou à la poubelle. Gémissant de douleur, le fils répond, papa, ça fait mal. D'ailleurs, elle n'est que l'enfant de 2 esclaves morts. Partager un nom ne fait pas de nous des parents de sang. En entendant cela, la jeune épéiste reçoit un autre choc immense. Tremblant intérieurement, elle pense, alors vous avez aussi assassiné mes parents biologiques? À ce moment-là, la mère de la jeune épéiste s'approche de son père avec un sourire et dit, allons, elle va mourir de toute façon. Pourquoi ne pas laisser notre fils rester avec elle pendant 1 heure? Son père la regarde d'un air vif et répond, absolument pas. Nous ne pouvons pas retarder le raffinement de l'épée du vieil ancêtre, ne serait-ce qu'un instant, où toute notre famille subira sa colère. En voyant même sa soi-disant mère prononcer des paroles aussi viles, la jeune épéiste sent une rage insupportable monter en elle. Elle pense, je l'ai traitée comme ma propre mère toute ma vie, et pourtant elle peut dire des choses aussi dégoûtantes sur moi. Le regret inonde son cœur, et elle murmure dans son esprit, Louis, est-ce la vérité dont tu essayais de me protéger? Est-ce la raison pour laquelle tu ne m'as jamais permis de rentrer chez moi? Elle commence à se souvenir de scènes de son passé, des scènes qui autrefois ne semblaient pas douloureuses mais qui s'étaient maintenant transformées en poison. Elle se souvient des jours où elle s'entraînait dangereusement avec Louis, un entraînement si dur que sa vie a été plusieurs fois réellement en danger. Couverte de sueur, de sang et de douleur, elle l'avait supplié en tremblant. Jeune maître, je vous en supplie, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Mes parents me manquent tellement. À ce moment-là, Louis l'avait regardé et avait souri légèrement, mais il n'y avait aucune gaieté dans ses yeux. La réconfortant, il avait dit, ce ne sont même pas tes parents biologiques. Alors pourquoi es-tu si pressé de rentrer? En entendant cela, la jeune épéiste avait gonflé les joues de colère, détourné obstinément le visage et dit, il me traite mieux que mes propres parents ne le feraient jamais. La voyant bouder ainsi, Louis avait ri doucement et répondu, d'accord. D'accord. Attends juste que j'ai fini de raffiner cette épée. Après ça, je te ramènerai personnellement à la maison. Elle s'était approchée de lui et avait dit d'une voix douce, jeune maître, quelle bêtise dites-vous? Quel genre d'épée prend autant de temps à raffiner? Vous essayez certainement de m'amadouer comme une enfant pour me garder ici. Puis la scène change. Quand la jeune épéiste atteignit enfin le manoir de Lépée-Tchou, le spectacle devant elle anéantit son monde entier. Le manoir tout entier était en proie aux flammes. De la fumée partout, des cris, l'odeur du bois qui brûle. Ses jambes l'avaient lâchée, et elle s'était effondrée sur les genoux en pleurant, « Papa, maman, je suis arrivée trop tard. » À partir de ce moment précis, la haine pour Louis était née dans son cœur. Elle avait juré intérieurement, « Louis, tout ça est arrivé à cause de toi. Je me vengerai de toi. » Mais maintenant qu'elle entendait et voyait la vérité, seul le regret subsistait en elle. Son cœur était complètement brisé. Elle pensa douloureusement, « Louis, l'épée dont tu parlais était en fait une épée démoniaque. » Avec cette pensée, la scène change à nouveau. Au même moment, de l'autre côté, notre protagoniste regardait toute cette scène en qualité HD avec l'aide du système. Chaque mot, chaque son, chaque intention lui était claire. Le système dit d'une voix froide, haute, c'est vraiment dommage qu'elle soit inconsciente en ce moment et ne puisse pas entendre les paroles de la famille Tchou. Louis sourit légèrement en regardant tout cela. Riant du commentaire du système, il dit, comment une personne revenue du royaume du grand empereur peut-elle perdre connaissance à cause d'un simple somnifère? En ce moment, elle refuse simplement d'accepter la réalité elle-même. Le système demande, hôte, pensez-vous à la sauver? En entendant cela, Louis change paresseusement de position, tel un spectateur au théâtre, et dit avec un sourire, la sauver? La satisfaction que j'éprouve en la voyant souffrir ainsi est incomparable. Après tout, c'est le retour d'un être du royaume impérial. Maintenant, elle n'a plus besoin que je la sauve. La scène change une fois de plus. Nous voyons maintenant tout le monde se diriger vers le terrain de forge de l'épée. L'atmosphère entière devient lourde et terrifiante. La famille Tchou arrive devant un immense manoir. La jeune épéiste est allongée sur le sol, et toute la famille s'agenouille derrière elle. Son père salue l'ancêtre respectueusement. Une ombre apparaît devant le manoir et devient lentement nette. C'est un vieil homme, Tchou Keksin, le vieil ancêtre du manoir de Lépée-Tchou. Entendant la salutation, il ouvre lentement les yeux et regarde la jeune épéiste allongée devant lui. Observant son corps d'un seul regard, il dit avec une satisfaction froide. Excellent. Maintenant, donnez-la-moi. Il se lève et ordonne, Chétian et chef, vous deux, restez ici et assistez à l'achèvement de cette cérémonie de l'épée démoniaque. En entendant cela, le père et le frère s'inclinent et remercient l'ancêtre. Le vieil ancêtre s'avance et allume un feu sous un immense chaudron. À l'intérieur du chaudron, une épée flotte dans les airs. Au premier abord, personne ne pourrait dire qu'elle est démoniaque, mais dès qu'on sent son aura, il devient clair que c'est une existence terrifiante et purement démoniaque. Fixant l'épée avec avidité, le vieil ancêtre rit. Cette épée démoniaque a consommé plus de 30 ans de mon sang. Maintenant, seule la dernière étape reste. Le père de la jeune épéiste le félicite. Une fois que vous aurez raffiné cette épée, vous monterez directement au royaume du brise-nourrisson. Le vieil ancêtre lève la main et dit, commençons. Des épées de feu noir se forment dans les airs et se dirigent vers l'épée démoniaque. Le rituel commence. L'épée démoniaque réagit, toute la zone tremble,
et l'ancêtre chante d'étranges incantations. Puis il ordonne froidement, sacrifiez-la à cette épée. À ce moment-là, le père de la jeune épéiste la soulève dans ses bras et s'avance en disant sans émotion. Aujourd'hui, tu sers de sacrifice de l'épée pour notre clan Chu. T'élever pendant tant d'années n'a pas été en vain. Il n'y a aucun regret dans sa voix, aucune hésitation, seulement une froide utilité. Sans perdre une seconde, il jette la jeune épéiste directement dans le chaudron ardent. Elle tombe dans les flammes déchaînées. La chaleur déchire l'air, pourtant pas un seul cri ne sort de sa bouche. Son frère regarde la langue pendante et dit de manière dégoûtante, « Quel gâchis, un si tragique gâchis !» Mais alors, il se passe quelque chose que personne n'avait imaginé. Bien qu'elle soit tombée dans le chaudron de feu, la jeune épéiste sourit. Il n'y a aucune douleur sur son visage, seulement un calme étrange et de la cruauté. Soudain, elle réagit, crache du sang, et ce sang vole directement sur l'épée démoniaque. Au moment où son sang la touche, des flammes terrifiantes jaillissent de l'épée. Les vibrations se multiplient comme si l'épée avait pris vie. Voyant cela, son père panique, qu'est ce qui se passe. Et juste sous ses yeux, l'épée démoniaque disparaît dans un flou et apparaît directement dans les mains de la jeune épéiste. L'énergie de l'épée commence à la soutenir. Les flammes ne la brûlent plus, au contraire, elles la soulèvent. Elle flotte à l'intérieur du chaudron et regarde droit vers le vieil ancêtre. Aucune douleur dans ses yeux, seulement une intention meurtrière. Le vieil ancêtre est choqué. Son frère crie, « Papa, elle n'est pas morte. » L'ancêtre tremble. Comment est-ce possible? Mais avant qu'il ne puisse réagir, elle fonce à toute vitesse, visant à lui percer la poitrine d'un seul coup. Il sort précipitamment une épée verte et crie, « Maudite soit-elle !» Pourtant, au moment où son épée entre en collision avec sa lame démoniaque, elle se brise instantanément. Son corps est projeté en arrière. Il hurle, « Tu ne peux pas utiliser une épée aussi démoniaque. » Avant qu'il ne puisse finir, sa lame bouge comme un serpent venimeux et la seconde d'après, sa tête est séparée de son corps. Le sang pleut de partout. Secouant le sang de son épée, elle dit froidement, « Les épées démoniaques sont forgées pour massacrer les démons. » Sa colère a atteint son paroxysme. La trahison, le regret et la rage ont complètement consumé son cœur. Elle avait attendu sa famille pendant 2 vies, leur avait fait confiance à chaque instant, et voilà le résultat. Maintenant, seule la haine subsistait. Maintenant, la jeune épéiste se dirige vers son propre père, son corps tout entier brûlant de rage. Ses pas sont lourds, mais son intention est d'une clarté cristalline. En la voyant approcher, son père est si terrifié que ses jambes se mettent à trembler de manière incontrôlable. Les couleurs quittent son visage. Il tombe immédiatement à genoux, tendant ses mains tremblantes en avant tout en bégayant. « Pourquoi toi? Es-tu vraiment Chu Ling? Non. Tu ne peux pas être Chu Ling. » Mais Chu Ling n'est plus en état d'écouter qui que ce soit. Elle est devenue complètement folle de fureur. Une intention meurtrière se dégage de son corps, rendant l'air lui-même lourd et suffocant. Avec un visage froid et sans expression, elle s'arrête juste devant lui et d'une voix lente mais terrifiante demande, « Pourquoi? Je vous ai tous traités comme ma plus proche famille. Je vous ai fait confiance les yeux fermés. Alors pourquoi m'avez-vous fait tout ça ?» Son père n'a même pas le courage de répondre à sa question. Tremblant de peur, il lâche, « Chu Ling, regarde comme tu es devenue puissante maintenant. Nous n'avons plus besoin de te sacrifier pour une quelconque épée. Viens, rentrons à la maison ensemble. Tout ira bien. » Mais Chu Ling a déjà vu son vrai visage. Elle laisse échapper un léger rire, un rire rempli à la fois de douleur et de haine. Dégainant son épée, elle dit froidement, « Tu n'es même pas digne de prononcer mon nom avec cette bouche immonde. » Sans un seul instant d'hésitation, elle balance sa lame. D'un seul coup, la tête de son père vole dans les airs, le sang jaillissant partout comme une fontaine. À cet instant, Chu Ling ressemble exactement à un démon, prête à abattre tout ce qui se dresse sur son chemin sans pitié. Après ça, elle se retourne. Devant. Elle se tient son soi-disant frère. Au moment où ses yeux croisent ceux de Chu Ling, il est frappé de terreur. Il recule, les lèvres tremblantes. Le regardant avec des yeux glacials, Chu Ling dit, « Maintenant, quant à toi, espèce d'animal. » Son frère l'interrompt immédiatement, tombant à genoux et se frappant la tête contre le sol à plusieurs reprises. « Oui, je suis un animal. Traite-moi juste comme un chien et laisse-moi partir. S'il te plaît, ne me tue pas. » Mais en un clin d'œil, l'épée de Chu Ling bouge à nouveau. Son cou est tranché instantanément et son corps s'effondre au sol. Chu Ling dit sans la moindre émotion, « Tu es pire qu'un chien. » À distance, sa mère, qui n'avait toujours aucune idée du sort de son mari et de son fils, devient confuse en voyant la scène. Tout ce qu'elle peut voir, c'est Chu Ling sortant seule du terrain de forge avec une épée à la main. Ses pas sont calmes, son visage sans expression, mais derrière elle se cache une histoire de mort et de sang. Choquée, sa mère s'avance et demande avec confusion. « Chu Ling, comment es-tu sortie? Et les autres, où sont-ils ?» Chu Ling continue de marcher sans s'arrêter, sans même la regarder. En passant à côté de sa mère, elle répond d'une voix froide, « De qui parlez-vous exactement ?» Sa mère devient encore plus nerveuse et dit à la hâte, « Ton père, ton frère, ta famille. » En entendant cela, Chu Ling s'arrête brusquement. Elle se retourne lentement. Il n'y a plus de colère dans ses yeux maintenant, seulement une froideur vide et glaçante. « Je n'ai plus de famille, » dit-elle. L'instant d'après, son épée flamboie. D'un seul coup, la tête de sa mère est séparée de son corps.
Le sang se disperse dans l'air, mais cette fois il n'y a ni haine ni rage sur le visage de Chu-Ling, seulement un calme sans vie. D'une voix monocorde, elle dit, « Pourquoi ne vas-tu pas les rejoindre ?» Sans même se retourner une seule fois, elle avance et déclare froidement, « Chaque membre de la famille Chu mérite de mourir. » La scène change. L'ensemble du territoire de la famille Chu est montré. Une épée transperce violemment le sol. Alors que la caméra s'élève, nous voyons que Chu-Ling a massacré chaque personne du clan, vieux, jeunes, serviteurs, gardes. Personne n'a survécu. Après un si long massacre, Chu-Ling est complètement épuisée. Son corps est blessé, ses vêtements déchirés, couverts de sang et de poussière. Elle s'agenouille au sol, s'appuyant sur son épée, respirant lourdement, les mains tremblantes. Tout cela est observé en direct par le MC à travers le système. En voyant la scène, Louis hoche légèrement la tête et dit, « Pas mal. » Elle n'a pas laissé une seule âme en vie au manoir de l'épée de Chu. Elle n'a même pas épargné les poulets. Étirant paresseusement sa main, il ajoute, « D'accord. Ferme-la maintenant. » Il est sur le point de se détendre sur son lit quand le système demande. « Hôte, ne continuerez-vous pas à regarder ? Un expert du royaume de l'enfant éclaté est sur le point de venir la tuer. » Louis sourit faiblement. Qui a-t-il à voir ? Elle mérite tout cela. La scène revient sur Chu-Ling. Le manoir n'est plus que ruine, cadavres et sang partout. Chu-Ling tombe à genoux, murmurant d'une voix brisée, « J'ai eu tort. J'ai eu tellement tort. » Des larmes coulent de ses yeux, son corps tremblant de douleur. Elle n'a plus la force de se battre. De loin, quelqu'un approche, l'expert du royaume de l'enfant éclaté, le révérend Li Jian. Dès qu'il voit Chu-Ling et l'épée démoniaque dans sa main, la cupidité brille dans ses yeux. Cette épée démoniaque, elle est en fait complète. Riant, il sort sa lame et crie, « Cette épée ne t'apporte que de la douleur. Laisse-moi t'en libérer. » Il attaque à pleine vitesse. Mais Chu-Ling incline à peine son épée, n'offrant presque aucune résistance, comme si elle avait déjà accepté la mort. Pourtant, Li Jian arrête soudainement sa lame près de son cou, remarquant qu'elle n'a pas du tout réagi. Aucune peur, aucun espoir, rien. Il rit follement. Tout comme je le pensais, elle a complètement perdu la tête. Mais à ce moment précis, Chu-Ling bouge. D'un seul blocage, elle libère une force écrasante qui projette Li Jian au loin, déchirant ses vêtements et le jetant au sol. Stupéfait, il marmonne, elle n'est qu'au royaume du cœur originel. Comment peut-elle avoir des compétences à l'épée aussi terrifiantes ? Chu-Ling se tient là, sans vie, comme si les émotions l'avaient abandonnée. Li Jian la regarde avidement. Cette fille cache un énorme secret. L'épée n'est pas le seul trésor ici. Soudain, Chu-Ling se retourne et commence à s'enfuir. Li Jian est choquée. Quoi ? Elle ne réagissait pas du tout à l'instant. Il la poursuit en criant de manière obscène, « Ne cours pas. Sois une gentille fille et viens voir Li Jian. » Chu-Ling continue de courir malgré ses blessures, du sang coulant à chaque pas. Ses lèvres tremblent alors qu'elle répète, « J'ai eu tort. Je dois me repentir. » Son esprit semble brisé, ne s'accrochant qu'à la culpabilité et au regret. La scène passe à Louis. Dehors, la furieuse Yuang Ling frappe à sa porte, hurlant des accusations. Louis est assis calmement en méditation. Le système demande, « Hôte, elle vous insulte si violemment. Allez-vous simplement écouter ?» Sans ouvrir les yeux, Louis répond, « Bouche-moi les oreilles. Je dois me concentrer sur la cultivation. Rien ne m'empêchera d'atteindre le statut de sage. » Plus tard, le maître de Yuang Ling arrive et la gronde, révélant comment Louis a raffiné chaque trésor pour elle d'innombrables fois. En entendant cela, Yuang Ling est secoué mais refuse toujours de s'excuser. Son maître l'envoie avec colère à l'arrière de la montagne pour réfléchir. Finalement, la scène change à nouveau. Pieds nus et blessé, Chu-Ling gravit les escaliers vers la montagne de Louis, s'appuyant sur son épée démoniaque. Il n'y a plus de haine dans ses yeux, seulement l'épuisement et le regret. Regardant vers la cour de Louis, elle murmure doucement, « Grand Dao. » Elle se tient là, tremblante, respirant lourdement, fixant l'endroit comme si elle réalisait pour la première fois tout ce qu'elle a perdu dans sa vie. À ce moment-là, quelqu'un remarqua Chu-Ling debout là et cria sous le choc. « Qui va là ?» Avant que quiconque puisse réagir, les forces de Chu-Ling l'abandonnèrent. Elle s'effondra au sol et s'évanouit. Pourtant, juste avant de perdre connaissance, elle murmura faiblement. « Pic Bélan, lui, je suis Ling. » La disciple se précipita vers elle, alarmée, mais une voix tranchante l'arrêta soudainement. « Arrêtez, camarade taoïste. » Quand la disciple leva les yeux, elle vit Li Jian descendre des eaux. Il atterrit avec grâce et dit, « Camarade taoïste, j'ai traqué cette vile créature jusqu'à cet endroit même. Je ne veux pas manquer de respect à la majesté de la grande secte Tao. Je vais retirer cette ordure immédiatement. » Li Jian tendit la main vers Chu-Ling, mais la disciple sortit instantanément son épée et lui bloqua le chemin. « Pas si vite. Puisqu'elle a invoqué le nom d'un des membres de ma secte, j'ai l'intention de retourner le vérifier. S'il prétend ne pas la connaître, alors seulement vous pourrez l'emmener. » Elle se tourna vers un autre disciple et ordonna, « Surveillez bien. Ne le laissez pas l'emmener avant mon retour. » Le disciple hocha la tête. Compris. Au pic Bélan, la disciple se tenait devant la chambre de Liu Ye et appela à haute voix. « Frère cadet Liu Ye, une femme prétendant être Chu-Ling s'est effondrée devant la porte de la montagne. Elle est pourchassée et est grièvement blessée. La connaissez-vous » De l'intérieur, Liu Ye demanda froidement, « Qui ?» La disciple répondit,
Chuling. Après un bref silence, Liu Y répondit, je ne la connais pas. La disciple répondit, puisque le frère cadet ne la reconnaît pas, nous n'interviendrons pas. Liu Y répéta fermement. J'ai dit que je ne la connais pas. Compris. Adieu. Dit-elle avant de partir. À l'intérieur, le système demanda à Liu Y. Maître a-t-il vraiment l'intention de la laisser mourir? Lui répondit calmement, as-tu oublié comment elle m'a traité dans ma vie passée? D'ailleurs, elle ne va pas mourir. Devant la porte, la disciple est retournée auprès de Li Jian et l'a informé, j'ai vérifié la situation. Ma disciple de la secte ne la connaît pas. Vous pouvez l'emmener. Li Jian a ricané. Comme je le pensais, la grande secte Dao est un pilier de la voie juste. Comment pourrait-elle s'associer à une démone comme elle? Il s'est approché de Chuling et a dit, je vais l'emmener sur le champ, de peur qu'elle ne souille vos nobles terres. Mais au moment où sa main allait la toucher, une force invisible a frappé, gelant complètement son bras. Li Jian a rugi, qui ose? Une silhouette puissante est apparue. C'était Beqilan, son expression froide de colère. Retenez votre main. Les disciples environnants se sont immédiatement agenouillés. Salutations, maréchal Bei. Beqilan a déclaré fermement, vous ne pouvez pas l'emmener. Li Jian a serré les poings de fureur. La magnifique grande secte Dao qui renie sa parole? Ce n'est guère la conduite d'une faction juste. La disciple s'est enflammée et a pointé son épée vers lui. Imprudent, souhaitez-vous découvrir à quel point les épées de la grande secte Dao sont aiguisées? Li Jian a dégainé sa propre lame avec un rire froid. Mon épée n'est pas émoussée non plus. La disciple s'est préparée à frapper. Dans ce cas, mais avant qu'elle ne puisse bouger, Beqilan a attaqué par derrière, gelant instantanément tout le corps de Li Jian. Elle a dit d'un ton indifférent, débarrassez-vous du cadavre. Je ramènerai cette femme à la secte. Beqilan a transporté Chuling dans une autre résidence et a dit d'urgence à sa sœur aînée, s'il te plaît, sauve Chuling. Elle a déposé Chuling sur le lit. La jeune fille avait l'air terriblement blessée. La sœur aînée l'a examinée et a commencé à la soigner en murmurant. Comment a-t-elle pu être si gravement blessée? Beqilan a soupiré. Elle était pratiquement un cadavre. Quelle force pour la maintenue en vie jusqu'à présent? La sœur aînée a levé le pouce avec confiance. Ne crains rien. Tant qu'il reste une étincelle de vie, je peux la ramener. Beqilan s'est légèrement incliné. Je vous suis redevable. Après un certain temps, Chuling a finalement repris connaissance. Dès qu'elle a ouvert les yeux, elle a chuchoté instinctivement, jeune maître. La voyant éveillée, Beqilan s'est précipité à ses côtés. Lingé, tu es réveillé. Chuling a regardé autour d'elle, confuse. Sœur Bei, où est le jeune maître? La sœur aînée observait en silence sur le côté, pensant, sœur, une simple servante ose appeler Qilan sœur? Beqilan a répondu doucement, lui est toujours en culture recluse. Il n'est pas encore sorti. Chuling a dit anxieusement. Alors, est-ce le jeune maître qui a demandé à sœur Bei de me sauver? Merci beaucoup sœur Bei, mais je dois aller le trouver. Beqilan a secoué la tête. Rien ne presse. Concentre-toi d'abord sur la guérison de tes blessures. Quand tu seras complètement rétabli, il aura peut-être terminé sa réclusion. Chuling a baissé le regard. Je dois m'excuser auprès du jeune maître. Je l'ai mal compris tout ce temps. Il s'avère qu'il n'essayait pas de me forcer. Il me protégeait. Sœur Bei, peut-être que nous l'avons tous mal compris. La sœur aînée, qui écoutait toujours discrètement, sentit son esprit exploser. La forcer? Nous? Bonté divine. Suis-je tombé sur un énorme scandale? Elle les a regardées toutes les deux, choquées. À ce moment-là, Beqilan a jeté un coup d'œil dans sa direction. La sœur aînée a immédiatement détourné le visage, feignant l'innocence. Beqilan s'est approché et a dit poliment, sœur aînée, puis-je vous déranger de sortir un instant? J'ai des choses à discuter avec Lingé. La sœur aînée a fait un geste de la main. D'accord. Je pars tout de suite. Discutez entre vous à votre guise. Après qu'elle soit sortie, Beqilan s'est retourné vers Chuling. Lingé, à partir de maintenant, ne m'appelle plus sœur Bei. Tu peux m'appeler aîné Bei. À l'époque où le poison du chaos s'est déchaîné en moi, lui n'a eu recours à cet acte inévitable que pour me sauver la vie. Dehors, la sœur aînée n'était pas vraiment partie. Elle a collé son oreille au mur et a halté. Qu'entends-tu par acte inévitable? Mais Beqilan a remarqué qu'elle écoutait aux portes et a immédiatement utilisé son pouvoir pour placer une barrière sonore autour de la pièce. La sœur aînée a cligné des yeux, confuse. Pourquoi est-ce que je ne peux plus rien entendre maintenant? Zut. Quel genre de scandale bouleversant était-ce? Pensez qu'elle m'a carrément bloqué. Le chapitre 7 commence à midi sur le pic Baling. Le soleil est audant. Le ciel, brillant intensément sur la montagne. À ce moment, la culture recluse de Louis prend enfin fin. Il ouvre lentement les yeux et se lève du tapis de culture. Bâillant paresseusement, il s'étire et avance. Après tout, il n'a pas dormi correctement depuis plusieurs jours. La scène se déplace à l'extérieur de la résidence de Louis. Une jeune femme est agenouillée là, sur le sol froid. C'est Chuling. Elle est assise droite sur ses genoux, immobile. Son expression est calme mais obstinée. Il est clair qu'elle est assise ici depuis très longtemps. Dans l'esprit de Louis, son système réagit. Le système l'informe qu'elle attend dehors depuis une durée inhabituellement longue et lui demande s'il veut sortir pour voir comment elle va. Le visage de Louis ne montre aucune émotion. Il répond froidement que ce n'est pas la peine.
Il dit qu'il n'a pas oublié ce qu'elle lui a fait dans sa vie antérieure. Au moment où il pense à Chu Ling, une image unique fulgure devant ses yeux. Son visage, ce sourire cruel et maléfique, le sourire qu'elle arborait quand il était en train de mourir. Louis serre légèrement le poing. Il pense que quiconque peut trahir une fois peut trahir à nouveau. Les femmes, à ses yeux, ne font que ralentir la cultivation. Dans cette vie, la cultivation est la seule chose qui compte pour lui. Rien d'autre n'est important. Dehors, Chu Ling continue de s'agenouiller. Ses jambes sont engourdies, son corps est épuisé, pourtant elle ne bouge pas. Dans son cœur, elle parle en silence. Elle croit en jeune maître. Elle croit que si elle endure sincèrement et continue d'attendre, un jour il lui pardonnera. Sa détermination ne faiblit pas. La scène change. Nous arrivons maintenant au pic du nuage pourpre. Sur le territoire de la secte du Grand Dao, il existe 9 pics principaux et 72 pics mineurs. Le pic Belling et le pic du nuage pourpre en font tous deux parties. Au sommet du pic du nuage pourpre, une jeune femme remplie de colère pratique sa courte routine d'entraînement. Ses mouvements sont élégants, dignes et extrêmement gracieux. Chaque mouvement s'écoule avec fluidité, comme de l'éau. À première vue, on dirait presque qu'elle danse plutôt qu'elle ne s'entraîne. À chaque pas, même le vent environnant semble suivre ses mouvements, tourbillonnant doucement autour de son corps. Il est difficile de savoir si ces mouvements contiennent un véritable pouvoir mortel. Elle paraît belle, majestueuse, mais dangereuse. Elle n'est pas seule. Derrière un grand rocher, quelqu'un l'observe en secret. Il semble qu'elle se soit attirée, sans le savoir, un admirateur secret, un jeune homme à l'air timide. Son nom est Ling Wuxiang. La plupart des gens l'appellent simplement Ling. Ling est complètement hypnotisé. Il observe ses mouvements sans ciller, son esprit totalement captivé. D'une certaine manière, même sa colère lui paraît belle. Alors qu'il s'apprête à réfléchir davantage, un son aigu fend l'air. Une épée volante surgit soudainement vers sa cachette et s'écrase directement dans le rocher devant lui. Ling halète de surprise, laissant échapper un son involontaire. La jeune femme arrête ses mouvements et parle calmement, son ton étonnamment posé. Elle demande qui se cache là. Ling hésite un instant puis sort de derrière le rocher. Au même moment, la femme bondit en avant d'un mouvement léger et atterrit juste devant lui. Ling joint précipitamment les poings et la salue. Il se présente comme Ling Wuxiang, s'adressant à elle en l'appelant sœur cadette Heng Ling. Il explique qu'il est le nouveau disciple en chef du pic du nuage pourpre. Même si le visage de Heng Ling semble irrité et sévère, aux yeux de Ling, elle est d'une beauté incroyable. Heng Ling parle à nouveau, sa voix étonnamment douce. Elle dit qu'elle connaît son nom. Dans son esprit, des souvenirs refont surface. Elle se souvient d'avoir entendu ce nom il y a longtemps. Quand le frère aîné Louis a refusé le poste de fils sacré de la secte du Grand Dao, cet homme a hérité de ce rôle. Dans le futur, il s'est élevé jusqu'aux 8 cieux. Et à la fin, il est mort en combattant au cœur de la tourmente des ténèbres. Dans son cœur, elle reconnaît qu'il devrait être considéré comme un véritable héros. Ling reste dans sa posture de salut, souriant maladroitement. Il dit qu'il vient d'assister à la technique qu'elle pratiquait et la qualifie de magnifique. Il demande s'il peut recevoir quelques conseils de sa part. Heng Ling laisse échapper un léger rire et prend une profonde inspiration. Avec un air de supériorité absolue, elle lui dit qu'il n'est pas de taille à l'affronter. Cette seule phrase éveille quelque chose en Ling. Son expression devient sérieuse. Il tire son épée et dit que même si elle est plus jeune que lui, elle parle avec bien trop d'arrogance. Il ajoute que pour savoir s'il est ou non de taille, il faudra d'abord essayer. L'instant d'après, Heng Ling active sa technique de déplacement et apparaît extrêmement près de son visage. Souriant légèrement, elle suggère autre chose. Elle lui dit d'aller d'abord défier Louis. S'il parvient à vaincre Louis, alors il pourra revenir s'entraîner avec elle. Cette proximité soudaine décontenance complètement Ling. Il recule précipitamment, le visage rougissant. Il demande qui est Louis et dit qu'il n'a aucune rancune contre lui. Il ne comprend pas pourquoi il devrait défier quelqu'un avec qui il n'a aucune animosité. Au moins, cela montre que Ling ne réfléchit pas entièrement sous le coup de l'impulsion. Il a encore un peu de raison. Voyant cela, Heng Ling se détend légèrement. Elle expire profondément et s'assoit sur une branche d'arbre voisine. Elle explique que Louis est la raison pour laquelle son maître l'a puni et l'a envoyé en isolement dans l'arbre solaire sur le pic du nuage pourpre. Ling s'approche, baissant la voix. Il lui demande d'expliquer exactement ce que Louis a fait. Heng Ling ferme les yeux. Elle accepte de lui raconter comment tout a commencé. Elle dit que tout a commencé le jour où elle a défoncé la porte de Louis. L'histoire continue. Les détails ne sont pas montrés clairement, mais lorsqu'elle finit de raconter sa version partiale des événements, une heure entière s'est écoulée. Une heure plus tard, l'expression de Ling est tordue de colère. Il explose de rage, disant que l'histoire est scandaleuse et dégoûtante. Le simple fait de l'entendre lui fait bouillir le sang. Il se demande comment quelqu'un comme Louis pourrait même être digne d'être appelé son frère aîné. Ling se lève brusquement et commence à s'éloigner, furieux. Il dit à Heng Ling d'attendre juste là. Il déclare qu'il ira se venger en son nom. D'abord, il vaincra Louis. Ensuite, il le forcera à s'excuser auprès d'elle. En entendant cela, Heng Ling devient anxieuse. Elle hésite et essaie de l'arrêter, disant qu'il ne peut vraiment pas vaincre Louis. Mais Ling ne s'arrête pas. Il crie qu'il a déjà pris sa décision. S'il ne donne pas une bonne leçon à Louis aujourd'hui, alors il n'est pas digne d'être appelé le disciple en chef. La scène revient sur Louis. Il est vraiment devenu un fanatique de la cultivation.
Il venait juste de finir de cultiver une fois, et maintenant il est déjà assis de nouveau. Au moment où il commence à se concentrer, il sent quelqu'un entrer dans sa cour. Il ouvre les yeux et demande qui est dehors. Une voix masculine ferme répond par un nom, Ling Wuxiang. En entendant ce nom, un souvenir refait surface dans l'esprit de Lewis, une arène, une bataille féroce. Logiquement, leur première rencontre aurait dû avoir lieu pendant le tournoi des disciples des Halza. Lewis se souvient clairement qu'il était le champion tandis que Ling était le second. Lewis s'approche et ouvre la porte. Il confirme l'identité de Ling et demande poliment pourquoi le frère aîné Ling est venu au pic du nuage cramoisi aujourd'hui. Ling est surpris. Il demande si Lewis le connaît. Lewis répond calmement que oui. Il évalue Ling en disant que son nom apparaît même dans les histoires. Il déclare avec précision que Ling a rejoint la secte il y a 2 mois et 12 jours et a condensé le noyau céleste le tout premier jour. Il qualifie cela d'admirable. En entendant cela, la poitrine de Ling se redresse inconsciemment. Il dit que les yeux de Lewis sont étonnamment perçants, puis le corrige légèrement, expliquant que cela ne fait que 2 mois et 11 jours. Le premier jour a été perdu en procédure d'entrée. Lewis hoche la tête avec enthousiasme et continue de le louer, qualifiant son talent de formidable et disant qu'il est extrêmement précieux pour la grande secte Dao. Soudain, Ling revient à la réalité. Il pointe Lewis du doigt avec colère et exige qu'il efface ce sourire de son visage. Il accuse Lewis d'essayer de le tromper. Il déclare qu'il est venu ici pour lancer un défi. L'atmosphère devient instantanément silencieuse. Le sourire de Lewis s'élargit légèrement. Il accepte le défi sans hésitation, disant qu'il s'ennuie depuis longtemps de toute façon. Ils sortent tous les deux. Ling dégaine immédiatement son épée et se précipite en avant. Il déclare qu'il ne se retiendra pas et dit à Louis de se préparer. Un coup dangereux fend l'air. Louis s'écarte calmement et bloque l'épée avec seulement 2 doigts. Les yeux de Ling s'écarquillent de stupeur. Lewis libère une faible aura, concentrant la puissance dans son poing alors qu'il charge vers l'avant. Il s'excuse calmement pour l'offense. Ling serre les dents et essaie de bloquer avec son épée, sentant le danger. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Lewis disparaît. L'instant d'après, Lewis apparaît derrière lui et lui assène un puissant coup de pied dans le dos. Ling pousse un cri alors que son corps est projeté en avant, s'écrasant le visage contre le sol à quelques pas de là. Pas d'arme mortelle. Aucune libération d'aura. Pourtant, l'humiliation est totale. Lewis le regarde de haut calmement et dit que cela devrait suffire. Mais Ling est têtu. Il se relève, la rage brûlant dans ses yeux. Il exige une autre manche. Cette fois, il dégaine son épée avec le plus grand sérieux. Il active l'art de l'épée du nuage cramoisi. Prenant une posture de combat adéquate, il se prépare pour un vrai combat. Ling attaque Lewis une fois de plus. Dans son esprit, Ling est certain d'une chose. Cette fois, Lewis ne pourra pas esquiver, mais cette pensée n'est rien de plus qu'une illusion. Au mouvement suivant, Lewis passe juste à côté de Ling sans effort, nonchalamment. L'attaque manque complètement sa cible. Les yeux de Ling s'écarquillent d'incrédulité. Il ne peut accepter ce qui vient de se passer. Sa respiration devient irrégulière, une trace de panique apparaît sur son visage. Avant même qu'il ne puisse réagir, le poing de Lewis fonce déjà sur lui. Lewis parle calmement. Regarde bien. Je ne ferai la démonstration qu'une seule fois. Le bras de Lewis jaillit en avant comme l'éclair. En un instant, sa main s'agrippe au col de Ling. Les pupilles de Ling se contractent. Il laisse échapper. Instinctivement que Lewis est bien trop rapide. Mais avant qu'il ne puisse finir ses mots, Lewis l'attrape par le col et le fait tourner violemment, le projetant au loin comme une poupée de chiffon. Au même moment, une aura rouge cramoisie jaillit du corps de Lewis. De l'autre côté, Ling plante son épée dans le sol. Ses pieds raclent la surface alors qu'il glisse en arrière, parvenant à peine à se stabiliser. Lewis se redresse alors, calme et dominant, tel un véritable mâle sigma. Il regarde Ling et demande nonchalamment comment c'était et s'il veut toujours continuer. Ling est maintenant clairement secoué. La sueur perle sur son visage. Sa voix tremble légèrement alors qu'il admet qu'en termes de technique, il est inférieur, mais que sa capacité de compréhension est grande. Lewis incline légèrement la tête. Oh, que veut dire le frère aîné? Ling lance soudainement une autre attaque. Il crie qu'il a déjà compris la deuxième forme de l'art de l'épée de Qixia. Son épée fend l'air, déchirant le sol alors que l'attaque déferle sur Lewis à une vitesse terrifiante. Des fissures se propagent sur le sol. La poussière vole partout. Pourtant, Lewis reste debout, calmement. Il regarde simplement l'attaque approcher. Puis, d'un ton sérieux, il parle. Frère aîné a en effet une bonne perception. L'instant d'après, Lewis balance sa main comme une lame. Sa paume tranche l'air. L'attaque d'épée entrante est brisée instantanément, complètement détruite. Voyant son coup le plus puissant effacé si nonchalamment, Ling est complètement sous le choc. De la sueur froide coule de son corps. Ses yeux restent grands ouverts. Il ne peut pas dire un seul mot. Louis baisse légèrement la tête. Il tend la main en avant en guise de salutation et demande s'ils peuvent en rester là. Ling prend une profonde inspiration. Il incline la tête et répond à la salutation. Il reconnaît sa défaite. Il reconnaît que Louis est bien plus fort et dit que ses futures réalisations surpasseront inévitablement les siennes. Louis sourit faiblement. Il dit à Ling de ne pas s'inquiéter. À l'avenir, si quelqu'un demande, il dira qu'il a combattu le frère aîné pendant 10 rounds et a à peine remporté une victoire serrée. En entendant cela, Ling éclate de rire. Il complimente Louis,
disant que c'est une bonne personne, et qu'il se souviendra de lui. Il se retourne ensuite pour partir, lui faisant ses adieux et disant qu'ils se reverront. Alors que Ling s'éloigne, Chu Ling accourt soudainement en toute hâte. Elle est là pour voir Louis. Elle l'appelle joyeusement, disant que le frère aîné est enfin sorti. Ling tourne la tête vers elle. Dans son esprit, une pensée surgit. Y a-t-il vraiment autant de beauté sur le pic Beling? Louis, cependant, n'a aucune intention de rencontrer Chu Ling. Sans hésitation, il claque sa porte. Le son résonne dans la cour. Chu Ling se fige sur place. Elle reste là, silencieuse, complètement abasourdie. Lentement, elle s'agenouille à nouveau. Son visage est empli de tristesse. Elle demande doucement pourquoi le frère aîné a de nouveau fermé la porte. Ling s'approche et lui parle. Il lui dit que la dignité d'une femme est précieuse. Un de perdu, 10 de retrouvé. Puisque Louis ne veut pas la voir, pourquoi s'accrocher à un seul arbre? Le regret de Chu Ling s'intensifie. Ses yeux rougissent alors qu'elle supplie doucement, demandant si le frère aîné ne peut pas simplement ouvrir la porte et regarder Ling une seule fois. Ling essaie d'ignorer la situation. Il se retourne et s'en va. Poussant un profond soupir, il se dit que c'est dommage. Elle est jolie, mais malheureusement aveugle. Lui, Ling Wuxiang, est si fringant et beau, et pourtant elle l'ignore complètement. La scène retourne sur le pic du nuage cramoisi. La jeune femme en colère s'entraîne toujours à l'épée. Ling arrive. Il dit à Yuang Ling qu'il a perdu. En entendant cela, Yuang Ling le regarde et sourit faiblement. Elle dit qu'elle lui avait déjà dit qu'il ne pourrait pas vaincre Louis. Ling s'assoit sur un morceau de bois. Il admet que Louis est en fait une personne plutôt respectable et pas aussi terrible qu'elle l'a décrit. Yuang Ling met les deux mains sur ses hanches et ricane. Elle dit que Louis traite assez bien les hommes, mais avec les femmes, ce n'est pas forcément vrai. Ling hausse un sourcil et demande si elle connaît si bien Louis. Il mentionne qu'il vient de voir une jeune demoiselle agenouillée devant la porte de Louis, mais que Louis a gardé la porte fermée et a refusé de sortir. Yuang Ling est surprise. Une demoiselle? Elle demande à quoi elle ressemblait et quel était son nom. Ling répond qu'elle était très jolie. Il se souvient de l'avoir entendu s'appeler Ling ou quelque chose de similaire. Le cœur de Yuang Ling tremble. Chu Ling, elle est vraiment revenue. Ses pensées deviennent chaotiques. Elle se demande comment gérer ça. Elle se dit de ne pas être jalouse. Pourquoi serait-elle jalouse? Ce serait ridicule. Comment pourrait-elle être jalouse à cause de Louis? Au même moment, l'expression de Ling s'assombrit. Une réalisation terrifiante le frappe. Pas possible. Est-ce aussi la femme de Louis? Alors qu'on ne me reproche pas de ne pas la ménager. Ling se lève soudainement. Il défie Yuang Ling. Il dit qu'il a déjà rempli sa promesse de défier Louis, alors maintenant elle doit s'entraîner avec lui. Yuang Ling hésite. Elle souligne qu'il n'a pas vaincu Louis. Ling s'en moque. Il dit qu'il est allé défier Louis pour elle, donc elle doit en assumer la responsabilité. Yuang Ling le dévisage un instant. Puis elle accepte. Elle dit qu'il est temps de lui faire abandonner ses folles illusions. Ses yeux deviennent rouges de colère. Elle charge la première. Elle déclare qu'elle ne se retiendra pas comme Louis l'a fait. Une violente explosion éclate. Sur la montagne. Des ondes de choc se propagent à travers le pic. Ling lui crie désespérément d'être douce, mais Yuang Ling n'écoute pas du tout. Une demi-heure plus tard, l'état de Ling est misérable. Son visage est enflé. Ses joues sont meurtries. Il a été si violemment battu qu'il peut à peine tenir debout. Yuang Ling le regarde froidement de haut. Elle lui dit de ne plus venir perturber sa cultivation à l'avenir et lui ordonne de partir. Ling pleure en s'éloignant en titubant. Il crie de désespoir, demandant si tout le monde sur le pic Beling est un monstre. Pourquoi sont-ils tous plus impitoyables les uns que les autres? Il jure qu'il reviendra certainement un jour. Yuang Ling fronce les sourcils. Ses pensées reviennent à Chu Ling. Pourquoi Chu Ling est-elle revenue? Elle décide qu'elle doit aller jeter un œil. Confinement? Qui se soucie du confinement? Pendant ce temps, de retour au pic Beling, Chu Ling est toujours agenouillée devant la chambre de Louis. Son corps tremble. Son regret est accablant. Elle continue de s'excuser doucement, disant que c'était la faute de Linger et que Linger avait tort. Sa voix s'affaiblit. À cause de la faim et de la soif, ses forces l'abandonnent enfin. Elle s'effondre contre le cadre de la porte. L'impact fait s'ouvrir la porte. Chu Ling regarde à l'intérieur avec anxiété et appelle son frère aîné. Mais quand elle regarde dans la pièce, celle-ci est vide. Son cœur se serre. Son visage pâlit alors qu'elle murmure sous le choc. Frère aîné a disparu. Le chapitre commence avec l'arrivée de Hong Ling pour voir Chu Ling. Chu Ling est légèrement surprise en voyant Hong Ling se tenir là. Hong Ling parle d'un ton très dur et dit, Liu est déjà parti. Alors pourquoi es-tu encore agenouillé ici? Il ne reviendra pas. Mais Chu Ling est submergée par la culpabilité. Des larmes de regret coulent continuellement de ses yeux. Elle se tourne vers Hong Ling et dit, même si le jeune maître n'est pas dans la secte en ce moment, je continuerai à m'agenouiller ici jusqu'au jour de son retour. Hong Ling se met en colère. Elle attrape la main de Chu Ling et essaie de la relever en disant, tu devrais arrêter de t'agenouiller et te lever. Nous sommes des cultivatrices. Nous avons aussi notre dignité. Pourquoi t'humilies-tu comme ça? Mais Chu Ling repousse la main de Hong Ling et s'écrie, Sœur Hong Ling, j'ai eu tort. J'ai fait une énorme erreur. J'ai empoisonné le jeune maître. Cette punition est ce que je mérite. À ce moment, Maître Bai arrive. Dès son arrivée, elle parle doucement à Chu Ling.
Ce qui s'est passé est déjà du passé. À partir de maintenant, nous devrions prendre un nouveau départ. Tu ne devrais pas continuer à te blâmer, mais Chuling n'arrive toujours pas à oublier le passé. Elle secoue fermement la tête et dit, un poison de rigidité céleste ne peut jamais être complètement éliminé. Une partie restera à jamais dans son corps. Le guérir est extrêmement difficile. Quand Onling et Maître Bei entendent cela, elles sont toutes les deux choquées. Onling demande, incrédule, tu veux dire que le poison céleste est toujours dans le corps de Liu Yi et qu'il y restera en permanence? Elle est confuse. Maître Bei parle alors à nouveau, mentionnant la pilule de retour parfait à l'origine. Au moment où Chuling entend parler de cette pilule, son regret s'intensifie encore plus. D'autres larmes coulent de ses yeux alors qu'elle dit. Cela signifie donc que lui n'a pas pris intentionnellement la pilule de retour parfait à l'origine. C'est parce que le poison de rigidité céleste s'est manifesté et a consumé son pouvoir. En entendant cela, les yeux de Onling se remplissent également de larmes. Elle baisse la tête et s'excuse doucement. Frère aîné, je suis désolé. Maître Bei soupire profondément et dit, comme nous nous sommes tous trompés sur Louis. Mais où es-tu exactement maintenant? Changement de scène. La scène se déplace vers les montagnes arrière de la grande secte du Dao. Là, Louis cultive calmement et paisiblement. Son esprit est concentré uniquement sur son amélioration personnelle, pas sur les femmes. Cette fois, il ne refera pas les mêmes erreurs. Son seul objectif est la cultivation. Grâce au système, Louis surveille les 3 protagonistes féminines. Le système dit, maître, elles attendent toutes votre retour. Liu y répond froidement, qu'elles fassent. C'est calme ici. Je vais cultiver ici. J'ai compris maintenant. Les femmes, les unes après les autres, sont toutes des obstacles sur mon chemin vers le Dao. Notre personnage principal est enfin sur la bonne voie. Direct. Aucune distraction. Mais le système est agité et demande, combien de temps le maître compte-t-il rester ici? Liu Yi l'ignore. Une énergie dorée jaillit de son corps alors qu'il sourit et dit, avant le début de la compétition des disciples de décembre, j'atteindrai la 13e couche du royaume du noyau originel et obtiendrai la qualification pour entrer dans le pavillon du trésor du Grand Dao. 3 mois plus tard, 3 mois passent. La compétition des disciples est sur le point de commencer. De nombreux disciples volent vers l'arène sur leurs épées. Quelqu'un annonce, le maître du pic de l'ordre de tous les pics conduit les disciples de la 92e génération à se rassembler sur la terrasse du Grand Dao. Liu y vole également vers le pic Belém, le visage rempli de confiance. Mais soudain, il s'arrête. Ses yeux se posent sur 3 silhouettes. Ce ne sont autres que Onling, Chuling et Maître Bei. Liu y reste silencieux. À ce moment, Chuling se retourne. Ses yeux croisent ceux de Liu y. Jeune maître, crie-t-elle. Liu y ne répond pas. Soudain, Engling court vers lui et s'excuse. Frère aîné, je suis désolé. Chuling se précipite aussi pour essayer de s'excuser. Maître Bei l'interpelle, demandant à Liu y de s'arrêter. L'agitation attire l'attention de tout le monde. Les disciples murmurent, choqués. Que se passe-t-il? 2 beautés stupéfiantes s'excusent auprès d'un seul homme en même temps. Les bavardages irritent Liu y. Son expression devient froide alors qu'il dit fermement, dégagez. Les disciples sont complètement abasourdis. Il a vraiment dit à 3 déesses de dégager. Liu y a l'air d'un vrai dur à cuire. Onling serre les poings, furieuse. Elle se retourne et dit, si tu veux que je parte, alors d'accord. Je vais disparaître. Elle s'en va. Maître Bei se détourne aussi, clairement contrarié. Je suis fatigué. C'est pour ça que je pars. Elle n'arrive pas à croire à quel point Liu y est devenu audacieux. Seul Chuling reste. Elle s'avance et dit doucement, jeune maître, Mais avant qu'elle ne puisse finir, un groupe de disciples s'agenouille devant lui en s'inclinant profondément. Héros, un modèle pour notre génération. Veuillez accepter notre salut. Ils ont enfin compris. Ignore les femmes, va de l'avant, cultive assidûment. Soudain, une voix puissante résonne. Tout le monde à sa place. Tous les disciples se dirigent vers l'arène. Une autre annonce suit. Ensuite, veuillez accueillir le vice-maître de la secte. Un vieil homme entre dans l'arène, à moitié chauve, portant des lunettes rondes, plein d'autorité. Il commence son long discours sur le Tao. Liu y bâille paresseusement et murmure, même le ton bureaucratique est exactement le même que dans ma vie passée. J'aurais dû arriver plus tard. Finalement, le vice-maître de la secte annonce. La compétition se déroule sous un format d'élimination directe. Donnez tout ce que vous avez. Ne soyez pas lâches. Je déclare la 92e compétition des disciples officiellement ouverte. Les combats commencent. Une belle jeune fille entre dans l'arène. Plusieurs disciples regardent sans vergogne ses jambes, mais lui ne lève même pas les yeux. Onling le remarque et se sent partagé. Les combats commencent. Onling bat son adversaire d'un seul coup de pied, l'envoyant voler hors de la scène. Le vice-maître de la secte annonce sa victoire. Autour de Chuling. Avant de monter sur scène, elle s'approche de lui et dit, « Jeune maître, j'ai rejoint la grande secte du Tao. » Des larmes de regret remplissent encore ses yeux. Elle monte sur scène tout en continuant de regarder lui. Les disciples louent sa beauté. Son adversaire se moque d'elle. « Petite sœur, tu t'es déjà assez humiliée. Pourquoi continuer à te jeter sur lui ?» L'expression de Chuling se durcit. Elle répond fermement, « Merci de votre sollicitude, grande sœur. Pour moi, le jeune maître est une existence plus importante que le Tao lui-même. » L'adversaire explose de colère. « N'importe quoi.
Je vais te battre jusqu'à ce que tu te réveilles. Et sur ce, le chapitre se termine. Si vous voulez le prochain chapitre, la vidéo arrivera bientôt. D'ici là, aimez, abonnez-vous et laissez un gentil commentaire. On se voit dans la prochaine vidéo. Salut.